Bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue au Décathlon. Mon nom est Yannick Pépin et je vous présente mon collègue à l'analyse, Alex Boucher. Bonjour, Alex. Bonjour, Yannick. Qu'est-ce que le Décathlon? C'est 10 sujets de l'actualité sportive qui doivent être débattus, analysés, décortiqués et tout ça en l'espace de 15 minutes seulement. Et on a une belle émission pour vous aujourd'hui. On va parler des 4 sports majeurs en Amérique du Nord. Donc, on parle de hockey, on parle de baseball, football et de basketball également. On revient sur les Jeux olympiques de Pyeongchang et on parle sport de combat aussi. Et ça commence maintenant avec le premier segment de l'émission, segment mise au jour. On parle hockey. Je vais te parler du Canadien là, qui poursuit sa saison, on va dire sa saison de misère, n'ayons pas peur des mots, ce soir en rendant visite aux Panthers en Floride. Et ma question est la suivante. Selon toi, quel membre là, de l'état-major, si on veut, du Canadien, ça peut être un joueur aussi qui ne sera pas de retour au début de la prochaine saison? Bien, moi, je pense que Jeff Molson va donner un vote de confiance pour encore au moins une saison à Marc Bergevin. Il va lui donner au moins une saison pour redresser la barre du côté du Canadien de Montréal. Par la suite, Claude Julien, là, je pense qu'il est sauf avec son contrat béton qu'il a signé l'année passée. Ça fait déjà seulement un an qu'il est avec Montréal. Surtout qu'on paye encore Michel Terrien là, qui est assis sur son balcon en Floride. Donc oui, Julien, selon moi, est protégé. Oui, donc pour moi, là, ça va aucun doute. Là, c'est Max Pacioretty qui va quitter le Canadien de Montréal au cours de l'entre-saison. Là. Je pense qu'il y a une rupture entre Max Pacioretty et le Canadien de Montréal. On sait que Marc Bergevin a magasiné les services de Max Pacioretty durant la période des transactions. Donc pour moi, là, c'est le seul joueur qui a une valeur du côté du Canadien de Montréal pour aller chercher le joueur de premier centre qu'on cherche depuis tant d'années. J'en connais peut-être un autre, moi, qui pourrait avoir cette valeur-là. Pourquoi pas Carey Price? Avec son gros contrat là, qui va entrer en vigueur d'ailleurs, 8 ans, 84 millions. Pourquoi pas? Est-ce que Bergevin va être tenté de l'échanger? Est-ce que les autres directeurs généraux vont être tentés de transiger pour lui? Parce que c'est quand même un gros contrat, là, un gros 8 ans, 84 millions. Donc, selon moi, Carey Price, il y a des équipes qui ont prouvé par le passé qu'on peut gagner une Coupe Stanley sans gardien de premier plan. Il y a un certain Antiniemi qui l'a fait avec les Blackhawks de Chicago. C'était en 2010, mais quand même. Oui. Marc Bergevin doit regarder toutes les options qui sont disponibles pour lui. Ça, c'est évident. On vient de parler de Marc Bergevin, là. Et il a subi un petit peu la critique au cours des derniers jours. Pourquoi? Parce qu'on a laissé aller, si on veut, là, le jeune Québécois Alex Barré-Boulet qui a signé un contrat professionnel avec le Lightning de Tampa Bay. Lui qui trône au sommet des marqueurs là, de la Ligue de hockey junior major du Québec. Déjà 109 points. Il a signé à Tampa Bay. Selon les rumeurs, justement, le Canadien là, n'a pas vraiment tenté de négocier pour le signer. Tes impressions là-dessus? Je vais te nommer quelques noms. Là. Yannick Riendo, Danny Massé, Cédric Lalonde-McNichol. Qu'est-ce qu'ils ont tous en commun, ces 3 joueurs? C'est des joueurs qui ont connu des grosses saisons à 20 ans dans la Ligue junior majeure du Québec et qui, par la suite, ont signé un contrat professionnel. Et par la suite, chez les pros, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont absolument rien fait. Ils ont fait patate. Donc, pour moi, là, les Canadiens de Montréal là, ne peuvent pas tous les signer, les joueurs de 20 ans qui sortent de la Ligue junior majeure du Québec. Donc, pour moi, rien. Le Barré-Boulet, c'est quelqu'un qu'on a laissé aller. Il ne faisait pas partie de la solution, selon Marc Bergevin. Je vais profiter de ma réplique quand même. Là, je réplique parce que je vais t'en nommer moi aussi des joueurs qui ont connu des bonnes saisons à 20 ans. Yannick Gourde, qui a d'ailleurs été nommé recrue de l'année au mois de février dans la Ligue nationale. Jonathan Audy-Marchessault, qui connaît une très bonne saison avec les Golden Knights de Las Vegas. Donc moi, mon problème, je sais que beaucoup de gens disent c'est un Québécois. Quand on a gagné la Coupe en 93, la moitié des joueurs étaient francophones. Il faut en revenir, c'était à une autre époque. Mon problème, c'est qu'il est dans notre cour. Là. Il joue à Blainville-Boisbriand, à quelques minutes de Montréal. Bergevin a levé le nez, ce qu'il n'a pas fait Julien Brisebois, lui qui est adjoint à Steve Yzerman. C'est pas la première fois d'ailleurs que Julien Brisebois vient piger au Québec. Non, mais on ne peut pas tous les signer, comme j'ai mentionné. Et moi, je pense qu'Alexandre Alain va être la prise de Marc Bergevin comme joueur de 20 ans dans la Ligue majeure du Québec. Ça va être intéressant de voir justement pour les prochaines saisons. Je vais te parler d'un autre athlète québécois là, de qui on a entendu parler cette semaine. C'est l'ancien de l'Impact, le Balou Jean-Yves Tabla. 2 questions pour toi. Ma première question, là. Comment tu trouves que l'Impact a géré ce dossier-là lors de son transfert vers le FC Barcelone? Moi, je pense qu'ils ont bien fait d'attendre le marché des transferts de l'hiver là, et non se soumettre à sa demande durant l'été. On a fait monter les enchères, on a fait monter la valeur de Balou Jean-Yves Tabla. Pardon. Donc, pour moi, là, ça a été géré de main de maître par l'Impact de Montréal et j'espère qu'on va utiliser l'argent intelligemment qu'on est allé chercher du côté de Barça. Et du côté de Balou Jean-Yves Tabla, sa progression justement là, avec le FC Barcelone jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, il le fait très bien. Là, lui qui a déjà été appelé en Liga avec l'équipe de Barça A. Donc pour moi, là, c'est Balou Tabla, là, ce transfert, là, tout ce que ça va faire, c'est qu'il va pouvoir continuer de s'améliorer parce qu'il va pratiquer et jouer avec les meilleurs joueurs sur le vieux continent. Donc Balou Tabla, là, c'est un joueur en pleine progression, comme tu l'as mentionné. Il a des aptitudes supérieures à la moyenne. Donc il va continuer de développer ça de l'autre côté de la frontière. Il y a un autre jeune sensation justement qui pourrait faire comme lui. On l'a vu à l'œuvre puisqu'il a marqué contre l'Impact en fin de semaine. Il joue pour les Whitecaps de Vancouver et je te parle
d'Alfonso Davies, le jeune joueur de 17 ans. Est-ce que tu penses qu'il pourrait faire, comme Balou Jean-Yves Tabla, et traverser l'Atlantique d'ici quelques années? On l'a vu avec Davies à la Gold Cup pour le Canada. On le voit cette année avec les Whitecaps de Vancouver. Je pense que l'avenir d'Alfonso Davies se retrouve lui aussi du côté de l'Europe. C'est un joueur qui doit se développer avec les meilleurs, comme Balou Tabla. On commence à produire quand même des bons joueurs de soccer là, justement au Canada, donc c'est de bonne augure pour les années à venir. On va parler football maintenant, puisque la semaine dernière a eu lieu le fameux Combine de la NFL, ce camp d'évaluation où on invite tous les meilleurs espoirs du repêchage. On y va plusieurs tests physiques. Oui. Et à la lumière de ce que tu as vu durant le Combine, là, si tu es directeur général des Browns de Cleveland, qu'est-ce que tu fais avec le premier choix au total? Bien, moi, je prends Saquon Barkley comme premier choix. Je sais que les Browns ont un besoin criant au poste de quart et que Sam Darnold est le consensus numéro 1, lui qui est un corps arrière. Mais moi, j'y vais vraiment avec Saquon Barkley parce qu'il faut dire que les Browns possèdent également le 4e choix au total. Et au 4e rang, là, c'est sûr que Sam Darnold, Baker Mayfield, Josh Allen ou Josh Rosen vont être disponibles. Donc, je vais y aller avec Barkley parce que Barkley, lui, ne sera pas disponible au 4e rang. Moi, si je suis dans les souliers, là, John Dorsey, directeur général, je vais chercher Sam Darnold. Je viens de m'en parler. Va chercher le meilleur corps arrière. Et pourquoi on a tellement eu de problèmes du côté des Browns avec les corps arrière au cours des dernières années? Là, on a la chance d'aller en chercher un très bon. Ouais. Et c'est pas pour rien que les Browns là, ne gagnent pas depuis des années. La liste des corps arrière qui ont passé là, Josh McCown, Brian Hoyer. Est-ce que j'ai besoin de te parler du fiasco Johnny Football, hein? Johnny Manziel qui a passé aussi à Cleveland? Donc moi, je pense que c'est le temps. Va chercher le meilleur disponible. Et le meilleur disponible, c'est Sam Darnold. Moi, je pense que c'est Saquon Barkley, lui qui a dominé les tests physiques. Là, et la statistique qui m'a le plus impressionné lors de ce combine, là, c'est ses 29 répétitions. Pour un porteur de ballon. C'est pas un joueur de ligne. Non, c'est ça. C'est pas un joueur de ligne. Là, on se rappelle en 2007, le joueur de ligne Joe Thomas là, qui avait fait 28 répétitions. Donc, c'est complètement impressionnant. Dans un cas comme dans l'autre, ce sera un bon choix, ça, il n'y a aucun doute. On va parler maintenant des Jeux olympiques là, pour notre segment sur le podium. Je vais te parler précisément du curling, puisque ça a été difficile au curling aux derniers Jeux olympiques pour le Canada. Les deux équipes, donc masculines et féminines, qui ont été exclues du podium. 4e place pour les hommes, 6e chez les femmes. Selon toi, est-ce qu'on doit s'inquiéter là, de l'état du curling au Canada? Il faut quand même tempérer les choses un peu du côté du curling, là, parce que oui, on a mal fait du côté des hommes et des femmes, mais on a quand même remporté l'or en mix double du côté de Pyeongchang. Et par la suite, là, ça c'était avec John Morris et Caitlin Laws. Par la suite, là, chez les hommes, on a gagné l'or aux Jeux olympiques en 2006, en 2010 et en 2014. On a fait la même chose du côté des femmes en 2014 en remportant l'or. Donc pour moi, là, c'est simplement une émergence des autres pays qui développent de bons curleurs partout dans le monde. On pense notamment à des pays comme la Suède, la Norvège et les surprenants américains. Les surprenants américains qu'on n'avait pas vus du tout chez les hommes sont allés chercher l'or. Et ils jouent encore du bon curling là, présentement au Canada. C'est le Brier, le championnat canadien là, qui va déterminer quelle équipe va représenter notre pays au championnat du monde. Donc, le curling au Canada va quand même bien. Oui, il va très bien. Là, on voit là, cette semaine au Brier, justement, là, des skips de renom qui jouent du très bon curling. On pense à Brad Jacobs, Brad Gauchou et Mike McEwen. Tous des hommes et leur équipe qui auraient pu prendre la place de Kevin Koe à Pyeongchang et avoir d'aussi bons résultats que Kevin Koe et encore meilleurs même. Donc, comme tu l'as mentionné précédemment, c'est normal, les autres nations veulent se hisser au niveau du Canada et force est d'admettre qu'à Pyeongchang, ça a bien fonctionné là, pour les Américains chez les hommes, entre autres, qui sont allés chercher la médaille d'or. On va rester dans les Jeux olympiques et je veux te demander, là, ça s'est terminé il y a quelques semaines, toujours des belles histoires, les Jeux olympiques. Quel athlète t'a le plus impressionné? Et là, on va sortir des sentiers battus un peu. Athlètes non canadiens, parce que les histoires de nos athlètes canadiens, on les a lues, on les a vues, on les a entendues. Athlète non canadien le plus impressionnant. Bien, moi, je vais y aller avec Esther Ledeka, la double championne olympique. Là. Pourquoi, là, je dis Esther Ledeka, vous me dites double championne olympique, il n'y a rien là, ça arrive à plusieurs athlètes, mais elle a été double championne olympique dans deux sports complètement différents. Elle a tout d'abord remporté l'or en ski alpin au Super G. Elle a réédité son exploit quelques jours plus tard en snowboard en parallèle en remportant la médaille d'or. Donc, on sait que c'est deux sports différents, c'est deux sports de montagne, c'est deux sports de glisse, mais c'est deux sports complètement différents. Donc, pour moi, Esther Ledeka est la plus belle histoire des Jeux et la plus grande surprise. Je peux pas être en désaccord, je vais quand même y aller de ma réplique, mais je vais y aller de mon choix. Là, moi, personnellement, c'est Martin Fourcade. Le Français fait parler beaucoup de lui dans les journaux en France suite à sa première épreuve parce que c'était pas bien passé au sprint. On l'a critiqué ouvertement dans les médias en France. Et comment il a répondu? Il n'est pas allé chercher une médaille d'or, il est allé en chercher 3. Donc, remporte l'or à la poursuite aux 15 km et au relais également. Et Fourcade, il avait la pression d'une nation sur ses épaules. Il était porte-drapeau aux cérémonies d'ouverture. Faisait penser à un certain Michael Kingsbury qui, lui, a répondu aux attentes aussi là, pour le Canada. Donc, moi, je vais avec Martin Fourcade, mais très bon choix de ton côté également là, avec Esther Ledeka. Toujours des bonnes histoires là, aux Jeux olympiques. Là, 2 semaines, c'est passé, on en prendrait beaucoup plus.
Tout à fait d'accord avec toi. Les Jeux olympiques devraient revenir plus souvent qu'aux 4 ans, c'est en plein ça. Tout à fait d'accord aussi. On va enchaîner maintenant avec notre prochain segment au son de la cloche et cette circonstance, avec la cloche qu'on vient d'entendre également. On va parler boxe pour commencer et je veux te demander, au sein de l'élite mondiale, quels 2 boxeurs qui ne se sont jamais affrontés par le passé aimerais-tu voir justement s'affronter au cours de la prochaine année? Moi, ça serait Deontay Wilder, 40 victoires, aucune défaite, 39 victoires par KO, contre Anthony Joshua, 20 victoires, aucune défaite et 20 victoires par la voie de KO. Donc là, ces 2 hommes-là ont donné de la crédibilité à la catégorie des poids lourds, notamment aux États-Unis. Du côté de Wilder, il est devenu le premier champion américain des poids lourds en 9 ans. Ça faisait très longtemps. Lorsqu'il a remporté en 2015 son combat contre Bermane Stiverne. Donc, c'est 2 puissants cogneurs là, que je verrais s'affronter dans un duel de titans du côté cette année en boxe. J'aimerais ça. Je suis d'accord avec toi. Le problème, par exemple, Anthony Joshua, il y a un gros combat qui s'en vient, lui, fin mars. Il va devoir battre là, Joseph Parker, le Néo-Zélandais d'abord. Parker aussi, là, il est champion WBO. Fiche parfaite de 24 victoires, aucune défaite. Un petit peu moins de knock-out là, du côté de Parker. Donc, c'est moins un cogneur que Wilder et Joshua. Mais si on veut voir le combat Wilder-Joshua, il va falloir que ce dernier là, passe au travers Parker. Mais même Parker contre Wilder, ça serait très intéressant. Les 3 l'ont mentionné dans les médias qu'ils voulaient, après ce combat, peut-être unifier les titres. Bien, probablement unifier les titres et ça donnerait des étincelles certains si on voyait au moins un de ces combats-là se réaliser. De toute façon, les 3, là, comme on vient de dire, détiennent les 5 couronnes principales. On veut unifier. Ça va être intéressant. Le Wilder 6 pieds 7 contre Joshua 6 pieds 6. Je pense qu'on aurait droit à tout un combat. On va parler UFC maintenant, donc on passe aux arts martiaux mixtes. Et je veux te demander, là, rares sont les champions là, récemment au niveau de l'UFC qui parviennent à rester au sommet de la montagne longtemps. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour l'organisation que les champions changent fréquemment ici? Moi, je pense que c'est une très bonne chose que les ceintures se passent d'athlète en athlète. Bien sûr, il y a eu quelques cas exceptionnels comme Georges Saint-Pierre qui a dû quitter 2 fois ses ceintures pour la maladie, des trucs comme ça. Après ça, il y a eu Conor McGregor qui, lui, a décidé de changer de catégorie de poids. Par la suite, a décidé d'aller faire un petit tour du côté de la boxe. Mais moi, je pense que c'est une belle chose. Ça apporte une excellente parité. Et à chaque fois que les amateurs se présentent dans un amphithéâtre, dis-je bien, pour regarder du UFC, ils ne savent jamais à qui s'attendre, qui va gagner le combat. Donc, pour moi, c'est une très belle parité. Ça tient les fans en haleine et c'est pourquoi je pense que c'est une excellente chose pour le UFC. Moi, je trouve qu'il y a certains avantages que tu viens d'énoncer. Il y a des désavantages aussi. Peut-être pas nécessairement que ça empêche, mais un petit peu la création de super vedettes, de grands combattants auxquels les fans vont pouvoir s'identifier. Oui, pour le fan de combat ultime qui connaît la majorité des combattants, c'est intéressant, il y a de la parité. Pour le fan peut-être moyen, justement, moins de grosses vedettes. Et c'est qui, justement, la plus grosse vedette de l'histoire du UFC? Georges Saint-Pierre. C'est Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, son titre, je pense qu'il l'a eu assez longtemps. Donc, ça prouve un petit peu là, qu'il y a des bons côtés. Il y en a des moins bons également là, au fait que les titres s'échangent là, dans l'organisation de Dana White, donc du côté du UFC. Oui, en effet, tu as tout à fait raison sur ce point. On va parler basketball maintenant. Je vais te parler de la jeune vedette, là, Markelle Fultz, là, qui est blessé, lui, le joueur des Sixers de Philadelphie, qui est blessé depuis le début de la saison. Participé à seulement 4 matchs, c'était au mois d'octobre. Selon toi, est-ce qu'on va le revoir en uniforme cette saison? Bien, moi, je pense que du côté du joueur et de l'organisation, on aimerait certainement revoir Markelle Fultz sur le parquet cette saison. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Les 76ers sont en très bonne position pour participer aux séries éliminatoires. Eux qui sont 6e dans l'Est présentement avec une fiche de 35 victoires et 28 défaites. Ils sont présentement pourchassés par le Heat de Miami et les Bucks de Milwaukee. Donc, pour moi, il ne fait aucun doute là, que l'organisation et aussi le joueur voudraient renouer avec l'action d'ici la fin de la saison. Donc, c'est pourquoi je vois Markelle Fultz peut-être fouler les terrains d'ici la fin. De mon côté, je suis pas certain, moi, que le club, oui, évidemment, c'est une jeune vedette, on veut le voir en uniforme. Mais là, on parle d'un joueur qui a disputé seulement 4 rencontres, et ces 4 rencontres-là, donc moyenne de points par match en début de saison, 6 points seulement. Pourcentage de réussite au tir, là, il était à 33,3 %. C'est sûr qu'il était probablement déjà ennuyé par cette fameuse blessure à l'épaule, mais là, tu arrives dans une équipe qui est dans le dernier droit, il reste une vingtaine de matchs, probablement pas dans une très bonne condition physique, alors que l'équipe là, semble roder. Là. Je suis pas certain, moi, du côté du club, qu'on veut tant le revoir là, cette saison. Moi, je pense que oui. Du côté de Markelle Fultz, l'année passée, dans la NCAA, c'est 23 points en moyenne par match, 5,7 rebonds et 5,9 passes décisives. Donc, c'est pas pour rien qu'il a été choisi premier au total. Là, et c'est pourquoi je crois que autant les 76ers que lui veulent renouer avec l'action. On verra en série. Et ça risque d'être intéressant, puisque pour une première fois là, depuis quelques années, je suis pas certain qu'on va voir LeBron James en finale. Donc, des bonnes séries à prévoir. C'est sûr. Et on termine l'émission d'aujourd'hui en parlant baseball, puisque même s'il tombait un petit peu de neige là, ce matin au Québec, dans 3 semaines, jour pour jour, la saison de baseball va s'entamer. Et je veux te parler du japonais, le Shohei Ohtani, qui lui a signé un contrat avec les Angels de Los Angeles pendant la saison morte.
Ça fait beaucoup jaser, puisque lui, il peut lancer, il peut frapper également. Est-ce que tu penses que cette polyvalence d'Ohtani pourrait mener à une nouvelle tendance, à une nouvelle mode dans le baseball majeur? Bien, moi, je suis persuadé que oui, parce que du côté là, des dirigeants du baseball majeur, on va chercher des joueurs avec une telle polyvalence. Et de plus, là, les athlètes, là, ils jouent au secondaire et dans l'NCAA, ils jouent à plusieurs positions. Peut-être pas au même degré que Shohei Ohtani fait en étant lanceur et ensuite un joueur de position dans le champ extérieur, frappeur désigné. Mais je crois qu'il y a des joueurs qui vont se développer à plusieurs positions, que ce soit dans le champ intérieur et dans le champ extérieur. Et aussi, là, ce que je me questionne, c'est, par exemple, un lanceur qui n'a jamais frappé, lorsqu'une blessure majeure lui survient à un bras, par exemple, ne pourrait pas devenir un joueur de position, comme l'a fait Rick Ankiel il y a quelques années avec les Cars de Saint-Louis. Lui qui avait subi une grave blessure à un bras était devenu par la suite joueur de position. Ça va être intéressant de voir dans les prochaines années. Là, moi, ce que je trouve, c'est que les deux positions nécessitent tellement des aptitudes physiques différentes. Ça va être difficile pour Ohtani. C'est sûr que ça va être difficile. Et déjà, dans le cas d'entraînement, oui, l'échantillon est faible. En frappant un seul coup sûr en 4 matchs, au monticule, ça a plus ou moins bien été lors de sa première sortie. Il a accordé 2 points en 1 manche et 1 tiers. Donc, ce serait intéressant pour le baseball. Et on va voir, est-ce que l'expérience va durer toute sa carrière? 1 an, 2 ans, 3 ans? C'est ce que nous verrons là, dans les mois à venir. Alors voilà qui complète notre émission d'aujourd'hui. À surveiller dans le monde du sport là, au cours de la prochaine semaine, eh bien, il y a le Masters d'Indian Wells au tennis qui vient de débuter. Dernier droit là, pour ce qui est des saisons de hockey et de basket, puisque les séries s'en viennent et les camps d'entraînement se poursuivent dans le baseball majeur. Donc, en mon nom et en celui de mon collègue, nous vous remercions d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine pour un autre Décathlon.